Formation en ligne dédiée aux personnes atteintes de diabète, le plus beau cours de ma vie. La troisième capsule. Dans la première partie sur les saines habitudes de vie, nous allons traiter de l'alimentation. Ensuite, nous verrons dans la deuxième partie la gestion de l'embonpoint et de l'obésité pour finalement traiter de l'exercice qui est un puissant médicament. Les saines habitudes de vie, partie 1, l'alimentation. Cette partie vise à discuter de l'alimentation saine et équilibrée, la base de la prévention et du traitement du diabète. Considérer les préférences et les particularités propres à chaque personne diabétique. Décrire les principes de base du Guide alimentaire canadien, édition 2019. Finalement, définir le rôle clé des nutritionnistes. La base du traitement demeure l'adoption de saines habitudes de vie qui consiste à avoir une alimentation saine et équilibrée, pratiquer régulièrement de l'activité physique et viser un poids santé. Le système de santé offre aux personnes atteintes de diabète de type 1, de type 2 et aux personnes prédiabétiques la rencontre avec les professionnels en nutrition. Ces professionnels sont maintenant bien intégrés au sein des équipes de soins. Traité Santé est un programme de réadaptation pour les personnes atteintes d'une maladie chronique comme le diabète. Ce programme vous donne accès gratuitement à un suivi par une équipe de professionnels de la santé. Du personnel en soins infirmiers, en nutrition et en activité physique vous offre les services suivants: évaluation de votre état de santé et de vos habitudes de vie, informations et conseils pour améliorer votre santé. Cliquez sur le lien que je vous ai mis ici pour trouver un programme Traité Santé s'il est disponible dans vos régions. Le mode de nutrition doit respecter les goûts et les particularités propres à chaque personne. Par exemple, l'alimentation végétarienne consiste à retirer la chair animale de son alimentation. Il n'y aura donc plus de viande rouge, ni de viande blanche, ni de poisson au menu. Les végétariens consomment néanmoins des produits laitiers, des œufs et du miel. Le mode de vie vegan exclut quant à lui non seulement la viande, mais aussi tous les produits d'origine animale, y compris les œufs. Les produits bio sont réglementés et identifiés. Cela signifie qu'ils sont cultivés sans pesticides de synthèse et sans engrais de synthèse, sans utiliser de semences OGM, sans antibiotiques ni hormones de croissance et sans ajouter d'agents de conservation ou d'additifs de synthèse aux produits transformés. Les diètes sans gluten et sans lactose peuvent être indiquées pour certains problèmes d'intolérance à ces produits. Le Guide alimentaire canadien et les professionnels en nutrition vous guident sur ce que dit la science. Voyons de plus près le Guide alimentaire canadien et l'assiette méditerranéenne. Le Guide alimentaire canadien, édition 2019. Qu'est-ce qui a changé au niveau du Guide alimentaire? C'est que le concept de portion est disparu. Les produits laitiers sont inclus dans la section aliments protéinés. Il y a plus de flexibilité dans les genres alimentaires. Il est plus orienté vers les aliments non transformés. Et dans la version plus longue, il y a l'inclusion de certains principes en lien avec la protection de l'environnement. Le message consiste à savourer des aliments sains tous les jours, manger des légumes et des fruits en abondance, consommer des aliments protéinés, choisir des aliments à grains entiers et faire de l'eau votre boisson de choix. Le Guide alimentaire canadien vous propose 7 conseils généraux dont le premier est de prendre conscience de ses habitudes alimentaires. Cela signifie être conscient de ce que vous mangez, du moment où vous mangez, de l'endroit, de la façon, de la raison et de la quantité de nourriture que vous mangez. Cela consiste à vous permettre de faire plus souvent des choix plus sains, donc d'apporter des changements positifs à vos comportements alimentaires habituels, d'être plus attentif aux aliments que vous mangez ainsi qu'à vos habitudes alimentaires, de prendre davantage conscience de vos décisions quotidiennes en matière d'alimentation, de vous reconnecter à l'expérience de manger en créant une prise de conscience quant à vos pensées, émotions, sensations et comportements. Deuxièmement, cuisiner plus souvent. Troisièmement, utiliser les étiquettes alimentaires. Quatrièmement, savourer les aliments. Cinquièmement, manger en bonne compagnie. Sixièmement, limiter la consommation d'aliments élevés en sodium, en sucre et en gras saturés. Le 7e et dernier conseil, restez vigilant face au marketing alimentaire. Le fait de rester vigilant face au marketing alimentaire est une compétence alimentaire qui vous permet de reconnaître les aliments qui sont mis en marché
et décidez si un aliment est sain en lisant les étiquettes alimentaires plutôt qu'en vous fiant uniquement à des messages de marketing. Vous pouvez ainsi renseigner votre entourage comme les enfants et les adolescents qui peuvent être plus vulnérables face aux différentes techniques de marketing. Le Guide alimentaire canadien vous donne des recettes pour les repas du déjeuner, du dîner et du souper. Vous vous assurez ainsi des recommandations santé. En attendant votre rencontre avec une nutritionniste si ce n'est pas déjà fait, ces suggestions de repas peuvent vous aider à faire de bons choix alimentaires. Régime méditerranéen. Le terme régime a d'abord été défini dans les années 1960 comme un régime basé sur la consommation de produits végétaux. Il comprend généralement une grande quantité de fruits, de légumes, de légumineuses, de noix, de graines, de céréales et de grains entiers, une consommation modérée à élevée d'huile d'olive comme principale source de matières grasses, une consommation faible à modérée de produits laitiers, de poissons et de volailles, une faible consommation de viande rouge et une consommation de faible à modérée de vin, surtout pendant les repas. L'assiette méditerranéenne. L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie, connu sous l'acronyme IUCPQ, a adopté l'assiette méditerranéenne dans l'enseignement destiné à sa clientèle. Vous pouvez l'obtenir en suivant le lien au bas de l'écran. L'assiette méditerranéenne. Ce régime est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il procure une plus grande longévité et une meilleure qualité de vie. Il est classé parmi les meilleurs régimes pour favoriser le maintien ou la perte de poids à long terme. Ce modèle alimentaire est recommandé autant pour la prévention que dans le traitement de plusieurs maladies, dyslipidémie, cholestérol, hypertension artérielle, obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, angine, infarctus, AVC, maladies pulmonaires obstructives chroniques connues sous l'acronyme MPOC, maladies neurodégénératives comme le Alzheimer, cancer et dépression. De plus, il est facile à suivre. Le rôle distinctif des professionnels en nutrition. La nutrition s'intéresse au rôle des nutriments dans l'organisme humain et leurs interactions ainsi qu'aux besoins nutritionnels des individus et des populations. Cette profession prend également en considération les éléments qui influencent les choix alimentaires tels que les comportements alimentaires et l'environnement alimentaire façonnés par les facteurs socio-économiques, technologiques ou autres. Les professionnels formés en nutrition contribuent par leurs interventions à promouvoir et à rétablir la santé des individus et des populations par le biais d'une saine alimentation et surtout du plaisir de manger. L'alimentation est la pierre angulaire du traitement. Dès l'annonce du diagnostic de prédiabète ou de diabète, la rencontre avec la nutritionniste est plus que nécessaire. Trop souvent, un état de panique s'installe et la personne aura tendance à tout couper, et spécialement les glucides, alors qu'un minimum de 45% des calories doit provenir des glucides dans une journée. Si les glucides proviennent d'aliments à un faible indice glycémique et à forte teneur en fibres, ils peuvent représenter jusqu'à 60% de l'apport énergétique total, ce qui peut améliorer la glycémie et le bilan lipidique chez les adultes atteints de diabète de type 2. Avec la nutritionniste, vous apprendrez à lire les étiquettes et à faire des achats judicieux à l'épicerie. Vous apprendrez à modifier des recettes et à caler les glucides, à mieux respecter les signaux de faim et de satiété, à adapter la nutrition en fonction de l'activité physique, à vous fixer des objectifs réalistes si vous souhaitez perdre du poids et finalement, adapter la nutrition à vos goûts, vos croyances et tout problème de santé. Le cerveau a besoin de 130 grammes de glucose par jour. Le cerveau humain est l'un de nos organes les plus vitaux et joue un rôle dans tous nos actes et toutes nos pensées. Vous devez en prendre soin autant que le reste de votre corps. Les aliments sains peuvent réduire le risque de maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète. Mais saviez-vous que ces problèmes de santé peuvent aussi accroître votre risque d'être atteint d'une maladie cognitive? Non seulement des habitudes alimentaires saines améliorent votre état de santé général, mais à long terme, elles permettent de maintenir les fonctions cérébrales et ralentir le déclin de la mémoire. Qu'est-ce que les glucides? De nombreux aliments contiennent des glucides. Par exemple, on retrouve les fibres dans les haricots secs, le son, les fruits, les lentilles, les noix et les graines, les légumes, les grains entiers. On retrouve l'amidon dans les haricots secs, le pain, les céréales, les pâtes alimentaires, les pommes de terre, le riz, les légumes et tous les aliments à base de farine. On retrouve les sucres dans les fruits,
les jus, le lait et certains légumes. Les sucres sont aussi ajoutés à de nombreux aliments préemballés, comme les produits de boulangerie, les bonbons, la crème glacée et les boissons gazeuses. Au sujet des macronutriments, nous parlons de glucides, de protéines et de lipides. Il n'y a pas de distribution idéale qui convienne à toutes les personnes atteintes de diabète. Leur distribution devrait être plutôt fondée sur une évaluation individualisée des habitudes alimentaires, des préférences et des objectifs métaboliques. Il est quand même intéressant de discuter succinctement de chacun d'entre eux. Chez les adultes atteints de diabète, la répartition des macronutriments en pourcentage de l'énergie totale peut varier entre 45 et 60 pour les glucides, 15 à 20 pour les protéines et 20 à 35 pour les lipides pour permettre l'individualisation de la thérapie nutritionnelle en fonction des préférences et des objectifs de traitement. Chez les adultes diabétiques, les graisses saturées doivent représenter moins de 7 de l'apport énergétique quotidien total et l'apport en acides gras trans doit être aussi faible que possible. Le guide alimentaire canadien est conçu de telle manière que quand on choisit à chaque repas un aliment provenant des 4 groupes d'aliments, il est difficile de manquer de quelque chose, vitamines et minéraux. C'est également un moyen simple de consommer au moins 5 portions de légumes et de fruits chaque jour. Aujourd'hui, c'est l'appellation glucide qui est utilisée. Elle est un peu comme un nom de famille. Cette famille regroupe 3 principaux nutriments, le sucre, l'amidon, farine et les fibres alimentaires. La glycémie est influencée en grande partie par les glucides consommés. Comme ce sont des nutriments essentiels au fonctionnement de l'organisme, il est donc important de ne pas les éliminer et de bien les répartir tout au long de votre journée. Le saccharose et le fructose ajoutés peuvent remplacer d'autres glucides au cours des repas mixtes jusqu'à concurrence de 10 de l'énergie quotidienne totale, mais à la condition que le contrôle de la glycémie et des lipides soit maintenu. L'emploi de saccharine, d'aspartame, d'acésulfame, de potassium de cyclamate, de sucralose est acceptable. L'ingestion de 10 grammes par jour ou moins de sucre alcool tels maltitol, sorbitol, isomalt et xylitol est sans danger. Si on augmente à plus de 10 grammes par jour, il y a risque de diarrhée et de douleurs abdominales. Votre nutritionniste vous apprendra à déterminer la quantité de glucides sur les étiquettes nutritionnelles. Vous soustrairez alors les fibres de la quantité totale des glucides. L'ajout de fibres ralentit la vidange gastrique et retarde ainsi l'absorption du glucose dans l'intestin grêle, ce qui améliore la maîtrise de la glycémie après les repas. Les fibres alimentaires sont donc très utiles au niveau du contrôle glycémique. Voici des aliments riches en fibres, le chia, les légumineuses cuites, les céréales à 100% de son de blé, les framboises, les pommes de terre avec la peau cuite au four et les artichauts. Le moment où les repas doivent être ingérés. Le respect du délai de 4 à 6 heures entre les repas. Il est essentiel de respecter un nombre d'heures entre les repas. Pour les personnes actives, cet intervalle devrait être de 4 heures, alors que pour les personnes inactives, cet intervalle pourrait être de 5 heures. Une collation protéinée pourrait permettre de retarder un repas. Cependant, en d'autres temps, les collations ne sont pas toujours nécessaires. La consommation d'au moins 3 repas par jour est fortement recommandée. Durant un horaire de soir ou de nuit, les heures de repas peuvent varier, mais ces mêmes règles s'appliquent. Certaines personnes présentant une gastroparésie ou certaines personnes âgées prendront plusieurs petits repas par jour. J'espère vous avoir convaincu que le rôle de la nutritionniste est essentiel dans l'atteinte de vos objectifs. Les rencontres virtuelles ne peuvent remplacer les rencontres en face à face avec vos professionnels. Cependant, elles peuvent être un très bon complément lorsqu'il est difficile de faire autrement. Madame Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, annonçait la possibilité de rencontres virtuelles avec l'un ou l'autre de vos professionnels. Le système de santé doit s'adapter aux besoins propres à chacun, que ce soit par FaceTime, Skype, courrier électronique ou entretien téléphonique. Au bas de l'écran, je vous ai mis un lien sur une vidéo que j'ai produite pour vous, Diabète et technologies de l'information et de la communication, afin de vous familiariser avec l'une ou l'autre des technologies disponibles pour communiquer avec vos proches, mais aussi avec vos professionnels. Le guide d'alimentation pour la personne diabétique édition 2017 a été publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux et il est disponible à l'adresse au bas de l'écran. Ce document a pour but d'aider les diététistes nutritionnistes et les personnes diabétiques à établir un plan d'alimentation personnalisé et intégré dans la vie quotidienne.
un contrôle optimal de la glycémie et des lipides sanguins, l'atteinte ou le maintien d'un poids acceptable, ainsi que l'adoption d'une alimentation saine et savoureuse sont au cœur des objectifs visés par ce plan d'alimentation. Le document Coup d'œil sur l'alimentation de la personne diabétique édition 2018 est disponible sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux à l'adresse au bas de l'écran. Cette méthode d'enseignement est basée sur le carré de sucre. Elle permet de visualiser la quantité de glucides pour chacun des groupes alimentaires. Ainsi, vous pouvez facilement évaluer le total des glucides de vos repas et collations. Chaque carré de sucre représente 5 grammes de glucides, soit une cuillère à thé ou un sachet de sucre. Les saines habitudes de vie, partie 2, la gestion de l'embonpoint et de l'obésité, nous verrons comment gérer les facteurs de risque et la prise en charge de l'embonpoint et de l'obésité, surtout abdominale. L'exercice, reconnu comme un puissant médicament, nous verrons comment intégrer la pratique régulière de l'activité physique et nous verrons à déterminer le rôle clé des professionnels en kinésiologie. Certains d'entre vous souhaitez perdre du poids, alors comment déterminer si un régime est restrictif? Voici quelques questions à vous poser pour déterminer si le régime que vous envisagez est restrictif ou tout simplement irréaliste. Pouvez-vous le suivre à long terme? Est-ce un régime très faible en calories? Aurez-vous de la difficulté à l'intégrer dans votre mode de vie? Promet-il une perte rapide de poids ou des résultats qui semblent trop beaux pour être vrais? Devez-vous acheter des aliments particuliers ou des suppléments auprès d'une entreprise particulière? Devez-vous éliminer définitivement certains aliments ou types d'aliments que vous aimez? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, le régime que vous envisagez pourrait être restrictif. Si vous êtes malade ou avez un problème de santé, votre nutritionniste peut vous recommander un régime particulier pour vous aider à contrôler vos symptômes. Ce type de régime est différent d'un régime à la mode restrictif et fait habituellement l'objet d'une surveillance médicale. La personne diabétique devrait noter toute perte ou gain de poids inexpliqué. Une perte de poids inexpliquée devrait faire l'objet d'une discussion car c'est souvent un signe de problème de santé. Si vous planifiez perdre du poids, sachez qu'une perte de poids de 5 à 10 % améliore de façon significative le contrôle de la glycémie. Une perte de poids optimale devrait être de 1 à 2 kg par mois ou 2 à 4 livres par mois. La perte de poids devrait s'accompagner de stabilité. Visez une perte de poids de 15 % sur 4 à 6 mois, suivi de 6 mois de stabilité. Pourquoi les régimes restrictifs à la mode peuvent nuire à la santé? Les régimes à la mode ont de nombreuses conséquences négatives à court et à long terme. Ces régimes peuvent nuire à votre santé physique s'ils vous amènent à être dans un cycle de perte et de reprise de poids. S'ils cherchent à éliminer de votre alimentation de nombreux aliments sains, ne pas consommer assez de calories pour pouvoir entretenir vos activités quotidiennes, accorder une telle importance à la nourriture qu'elle commence à contrôler votre vie, vous empêcher de pratiquer vos activités quotidiennes. Avant d'adopter un nouveau régime ou de prendre un supplément, consultez une nutritionniste pour savoir si ce changement vous convient. Peu importe le choix du type de régime que vous choisissez, votre nutritionniste peut vous accompagner dans ces choix car ils peuvent présenter certains effets négatifs. Quand nous parlons du végétarisme, il n'y a aucun risque connu si l'alimentation est équilibrée. Pour la diète cétogène, elle est contre-indiquée chez la personne diabétique de type 1 ou diabétique de type 2 insulino-traitée aux multiples injections et les personnes diabétiques traitées avec un ISGLT2. La perte de poids est souvent reprise comme les autres régimes restrictifs. Pour les jeûnes intermittents chez les personnes diabétiques de type 1, selon le choix du type de jeûne, il y a un risque d'acidocétose ou un risque d'hypoglycémie. Pour l'alimentation végane, il y a un risque de carence nutritionnelle en vitamine B12 entre autres, et cela nécessite une bonne connaissance en nutrition. L'exercice maintenant est reconnu comme un puissant médicament. Je vous propose de regarder la vidéo L'exercice, un médicament, qui a été réalisée par le docteur Jean-Pierre Després, chercheur et directeur de l'axe cardiologique au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. En résumé, ce qu'il nous dit, c'est que les médecins devraient prendre l'habitude de prescrire la pratique hebdomadaire d'exercice. Si la prescription est suivie, les effets sont spectaculaires sur le transport du cholestérol, le contrôle de la glycémie et la qualité de la vie des personnes diabétiques.
la santé mentale et psychologique. Vous avez le docteur Jean Prescrit qui prescrit des médicaments pour le diabète, pour le cholestérol, pour l'hypertension artérielle. Alors que de l'autre côté, le docteur J. Croix prescrit la pratique hebdomadaire d'exercice. Bien que les médicaments soient essentiels, la pratique régulière de l'activité physique peut permettre de réduire certains médicaments et même en cesser certains. En association avec une alimentation saine, l'activité physique contribue à baisser l'hémoglobine glyquée jusqu'à 2%. La résistance à l'insuline diminue. L'insuline est donc plus efficace et favorise l'entrée du glucose dans les muscles. Le glucose pénètre dans les cellules des muscles sollicités grâce au transporteur de glucose GLUT4. Nous savons que l'insuline est la porte d'entrée pour entrer à l'intérieur des cellules. Cependant, l'exercice permet au GLUT4 de se déplacer en périphérie de la cellule et laisser pénétrer en grande quantité le glucose sanguin et de se transformer en énergie ou encore permettre l'entreposage du glucose au niveau des muscles. La marche est un moyen simple d'être actif. Une bonne paire de chaussures de marche et le tour est joué. Certains outils, par contre, peuvent être une aide très précieuse lors de la marche. Le podomètre doit être correctement placé. Il est fiable et sert à compter les pas. Il est facile à utiliser et abordable, mais il est limité à la marche. Les moniteurs d'activité et montres d'entraînement. Assurez-vous d'établir clairement vos objectifs ainsi que les fonctionnalités qui sont essentielles pour vous. Consultez votre kinésiologue afin de déterminer vos besoins. Consultez le guide d'achat Protégez-vous. Je vous ai mis l'adresse au bas de l'écran. Ces outils de mesure sont efficaces pour assurer le maintien et la progression. Le rôle clé des professionnels en kinésiologie. Le kinésiologue applique la science de l'exercice et du mouvement pour promouvoir la santé et le bien-être par une approche pratique et personnalisée. Ces professionnels visent à prévenir, gérer et réhabiliter les blessures, traiter les maladies et les maladies chroniques, optimiser les performances humaines et les paramètres cliniques. Les kinésiologues s'adressent à une clientèle variée qui se retrouve dans toutes les sphères de la société et dont le moyen privilégié d'intervention est l'activité physique. Ce que nous dit la science et ce qui se passe en pratique. Un adulte en bonne santé effectue chaque jour entre 7 000 et 13 000 pas. Une marche d'intensité modérée de 30 minutes équivaut entre 3 000 et 4 000 pas pour un adulte en bonne santé. La cible de 10 000 pas par jour est donc l'objectif retenu pour la population en général. Dans la vraie vie, il faut choisir le moyen qui vous convient pour compter vos pas. Commencez par augmenter le nombre de pas que vous faites quotidiennement et visez à long terme entre 7 500 pas et 10 000 pas par jour. Avant d'amorcer un programme d'exercice plus intense que la marche, il faut s'assurer que vous ne présentez pas de troubles qui pourraient vous exposer au risque accru d'événements indésirables associés à certains types d'exercices. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, les programmes d'exercice supervisés se sont avérés particulièrement efficaces pour améliorer la maîtrise de la glycémie, réduire le besoin d'antihyperglycémiants et d'insuline et permettre une perte de poids modeste mais soutenue. Tant les exercices aérobies que les exercices contre-résistance sont bénéfiques chez les personnes diabétiques. L'idéal est de pratiquer ces deux types d'exercices. Il est recommandé de faire au moins 150 minutes d'exercice aérobie et ne jamais rester inactif plus de 48 heures, faire au moins 2 à 3 séances d'exercice contre-résistance par semaine. Je vous propose de regarder la vidéo que je vous ai mis en lien au bas de l'écran, l'exercice et le diabète, proposé par Thierry Godet-Savard, kinésiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Évitez d'être inactif trop longtemps. Quittez vos écrans d'ordinateur aux 30 à 60 minutes. Marchez 15 minutes après les repas. Ce sont des petits trucs simples à intégrer à votre quotidien. Il faut rechercher les éléments pouvant prédisposer à une blessure avant de prescrire un programme d'exercice, par exemple la neuropathie autonome et périphérique, la rétinopathie, la maladie coronarienne, maladie artérielle périphérique. Il faut prendre une attention particulière à vos pieds. Si vous êtes diabétique depuis plus de 15 ans et que vous avez plus de 40 ans, ou si vous avez plus de 30 ans et que vous avez des lésions aux organes cibles microvasculaires, macrovasculaires et des facteurs de risque cardiaque, un électrocardiogramme est recommandé initialement et effectué à tous les 2 ans par la suite. Les principes de l'entraînement, les professionnels en kinésiologie peuvent vous guider. D'abord, le choix de l'exercice, la durée de l'exercice, sa fréquence, son intensité, la mesure de la glycémie avant et après l'exercice,
le moment de la journée où les exercices vont être faits et l'introduction de la musculation. Je vous ai mis au bas de l'écran un excellent chapitre sur l'exercice et le diabète. Ce chapitre a été écrit par le kinésiologue Thierry Godin-Savard de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Je vous propose de regarder la vidéo « Le tour de taille et le syndrome métabolique » par Dr Jean-Pierre Després, chercheur de renommée internationale de l'Université Laval sur le syndrome métabolique qui est l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. L'obésité abdominale est associée à un risque accru de diabète, d'hypertension et d'hypertriglycéridémie et de maladies vasculaires. Visez un programme d'exercice plus intense que la marche. Toute réduction du tour de taille en centimètres améliore la santé cardiovasculaire. En terminant, je vous propose de suivre le lien au bas de l'écran où le chercheur Jean-Pierre Després prêche par l'exemple. Il nous livre le message que même en l'absence de perte de poids, après 1 an, les graisses fondent, l'outil de mesure, le tour de taille. Mangez mieux, bougez, bougez, bougez. Maintenant, passons à la 4e partie, les médicaments anti-hyperglycémiants oraux, injectables et l'insuline.